beaucoup d'être venu assister à notre événement, on est ravis. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi c'est Eloa Evilouz, je suis secrétaire générale de l'UEY, l'Union des étudiants et étudiantes des Yvelines, qui est donc le syndicat étudiant de l'UVSQ. Donc nous, à l'UEY, en tant que syndicat étudiant, on se donne principalement 3 missions. D'une part, informer les étudiants par rapport à leurs droits, par rapport au climat politique actuel et lorsque leurs droits sont menacés. Ensuite, on se donne pour mission de les défendre, donc de défendre les étudiants collectivement et individuellement. Défendre lorsque leurs droits sont menacés, défendre individuellement les étudiants qui font face à des situations difficiles ou injustes. Et enfin, notre dernière mission, c'est organiser la solidarité. Donc, organiser la solidarité face à la précarité étudiante, face aux injustices que subissent les étudiants et face à un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités. C'est dans ces différentes missions qu'on organise cet événement annuel qui est la Semaine des droits des femmes et des minorités de genre à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui est reconnue en France depuis les années 70. Donc notre but pendant cette semaine, c'est de donner d'avoir un moment dédié aux discussions des différentes questions féministes, aux discussions des droits des femmes et c'est d'encourager un moment de convergence des luttes féministes et auxquelles nous pensons les étudiants et étudiantes sont concernés et doivent participer. Donc cette conférence intitulée De la rue aux réseaux sociaux, quels sont les modes d'action féministes va être l'occasion de s'interroger sur les différents modes d'action des luttes féministes et comment s'organiser pour se battre, pour lutter pour les droits des femmes et des minorités de genre. Donc aujourd'hui, on accueille Alena Amsadeh et je vais la laisser se présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alena. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous me connaissent sous le nom très rigolo de Humo Clavier sur les réseaux sociaux. Je suis étudiante à l'UVSQ en Master 1 de droit social et à côté de ça, je fais du contenu sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, depuis 2020. Ma plateforme principale c'est TikTok et sur Instagram aussi pas mal et Twitter aussi. Et je parle de féminisme, de politique, d'actu, de pop culture, un peu de maquillage aussi, parce que j'aime bien. Et voilà, donc je suis venue un peu parler de mon mode d'action que j'ai choisi, c'est-à-dire la lutte à travers les réseaux sociaux et renvoyer un peu la balle à Eloa qui est plus habituée au militantisme de terrain avec le syndicat. Donc c'est bien que tu lances le sujet de la distinction entre le militantisme de terrain et le militantisme qu'on peut dire digital. Ça me donne l'occasion de faire un très rapide retour sur les modes d'action féministes en France particulièrement. Donc au cours du temps, les modes d'action se sont bien sûr adaptés et évolués avec les époques et notamment avec les médias qui étaient en usage à chaque époque. Si on revient à ce qu'on appelle la première vague du féminisme, donc l'époque principalement des suffragettes notamment, là ce qu'on retrouvait c'était principalement des actes très impressionnants qui demandaient pas mal de moyens, donc des actes notamment de désobéissance civile, voilà, des moyens un peu spectaculaires, parce que c'était par ces actions massives, on peut dire, qu'elles arrivaient à obtenir l'attention de la presse finalement. Voilà, c'était donc les moyens nécessaires pour se faire entendre à cette époque-là, avec les moyens de l'époque. Ensuite, on peut revenir rapidement sur le féminisme donc, de deuxième vague cette fois-ci, vers les années 70, qui sont arrivées donc, après mai 68 dans une idée de libération globale de la femme, mais surtout en amenant une idée qui était assez nouvelle dans les luttes féministes, où dire que le privé était finalement politique, donc ce qui se passait au sein des foyers, dans l'intimité, était également féministe, était également politique, et on devait en discuter publiquement. Donc discuter publiquement du privé et de l'oppression que les femmes subissaient dans leur privé
c'était une grande nouveauté dans cette nouvelle vague féministe qui venait avec tous les sujets de disposition du corps, de libération sexuelle, de libération de la jeunesse. Voilà, donc c'était ces points-là qui étaient principaux. Et ce qu'on a beaucoup retrouvé, c'est des manifestations et globalement des modes d'action très en lien avec les groupes politiques, donc les pétitions, les réunions publiques, tout ce genre de choses. Et le MLF et le MLAC aussi, le MLAC qui a lutté pour le droit à l'avortement notamment. Oui, tout à fait. Le mouvement de libération des femmes, donc le MLF, qui a été un groupe massif de lutte pour les droits des femmes à l'époque, et notamment avec les collages, desquels on aura l'occasion de rediscuter peut-être un peu plus tard. Et enfin, presque que certains appellent la troisième vague du féminisme, donc la quatrième, bon, il y a des débats, c'est donc avec l'avènement des réseaux sociaux et des moyens de communication digitaux, dont le point culminant, dit-on, serait en 2017 avec le mouvement MeToo, duquel on aura également l'occasion de rediscuter. Voilà des sujets, voilà différents, déjà un petit panel des différents modes de lutte féministe. Moi, j'aimerais bien revenir particulièrement sur les réseaux sociaux, donc, qui sont très à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup disent que ça a amené une multiplication des voix féministes. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de courants différents émerger, ce qui était déjà le cas dans les années 70. Dans les années 70, on a vu beaucoup de féministes différents et la première mise en avant réelle des sujets comme l'intersectionnalité, donc le fait de subir plusieurs types d'oppression en même temps, comme par exemple le sexisme et le racisme, le sexisme et l'homophobie, ce genre d'intersection. Mais ça a été amplifié par les réseaux sociaux parce que la particularité des réseaux, c'est que chacun peut être sa propre voix, c'est qu'une personne indépendante peut s'exprimer finalement. Et beaucoup ont ressenti le besoin d'exprimer quelque chose qu'elles ne retrouvaient nulle part ailleurs, finalement, et de devenir leur propre représentation par un manque de représentation au final. Et c'est quelque chose qui a permis les réseaux sociaux. Donc moi, ma première question pour toi, c'était de savoir, est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Est-ce que le déclic qui t'a fait te lancer sur les réseaux sociaux pour parler de féminisme, c'était une envie de représenter quelque chose qui manquait dans ta vie et que tu n'arrivais pas à retrouver ailleurs? Alors, déjà, je vais commencer par la fin de ta question. Qu'est-ce qui m'a donné envie vraiment de commencer à parler de féminisme sur les réseaux sociaux? À l'époque où j'ai commencé TikTok, c'était en 2019-2020. À cette époque-là, c'était surtout une application vidéo divertissante, de danse, d'humour. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'humour avec du sexisme ordinaire, des trucs débiles, du genre les femmes à la cuisine, j'en sais rien. Et il y avait une réponse sur le TikTok anglophone, où il y avait déjà des personnes qui politiquement étaient engagées et prenaient la parole sur des sujets comme le féminisme, le racisme. En plus, après ça, il y a eu tout un boom du mouvement Black Lives Matter parce qu'il y a eu l'assassinat de George Floyd. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de réponse du côté francophone, donc ça m'a un peu embêtée et c'est ce que j'ai décidé de faire. En fait, c'est surtout ce besoin de réponse moi, que j'ai trouvé, ce besoin d'information et de mettre dans des mots et de vocaliser des choses que je vivais moi-même, des idées que j'avais moi-même et qui partaient surtout de mon expérience empirique, parce que je pense qu'à travers notre expérience empirique et en la vocalisant, on fait aussi prendre conscience à d'autres personnes qui vivent les oppressions de genre, leur propre vécu, et on leur donne aussi les outils pour comprendre ce qui se passe et faire le lien avec un véritable système politique en fait, qui est le patriarcat. Et c'est pas juste c'est bizarre, je me sens vachement exclue dans la rue, j'ai l'impression que je suis en insécurité, pourquoi? C'est tout un système qui est en place. Après, c'est vrai que, comme tu dis sur les réseaux sociaux, et on l'a vu avec MeToo, il y a vraiment une prévalence du témoignage personnel et du vécu. Et ça, pour ce qui est
des violences sexistes et sexuelles, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important, je pense, parce que revenir sur son propre vécu et le partager aux autres, non seulement c'est libérateur pour soi, mais surtout ça met en garde en fait les personnes, le public qu'on pourrait toucher à travers notre témoignage. Je pense notamment aux dénonciations des artistes, l'homme pâle, Depardieu, etc. En fait, ça avertit les gens, et les femmes surtout, qui vont peut-être moins fréquenter ces personnes-là pour leur propre sécurité. Ce que je trouve bien, c'est que du coup, il y a une diversité des vécus. Après, ce que j'ai constaté, notamment avec ce qui s'est passé avec Amber Heard et Johnny Depp, alors un petit rappel des faits, Amber Heard et Johnny Depp étaient mariés pendant un certain temps et ensuite ont divorcé. Amber Heard, c'est une actrice qui a 25 ans de moins que Johnny Depp et qui a subi des violences conjugales et sexuelles inimaginables. Elle a publié dans le Washington Post son témoignage sur son propre vécu sans nommer son agresseur étant son ex-mari Johnny Depp. Et Johnny Depp a porté plainte pour diffamation. Et c'est un procès qui a été énormément médiatisé sur les réseaux sociaux. En fait, le procès il était littéralement en live stream. Et les gens se moquaient du témoignage du viol de Amber Heard, alors qu'elle était en pleurs et qu'elle racontait comment elle s'était faite, trigger warning, violée avec une bouteille d'alcool. Vraiment, c'était des choses assez immondes. Et en fait, on a remarqué, enfin, moi je pense que quand le visage de la personne qui donne ce témoignage-là ne nous plaît pas, parce que Amber Heard, on l'avait érigée comme hystérique, opposée à Johnny Depp, une figure de notre enfance, parce qu'il a fait des films Pirates des Caraïbes, etc. Machin. En fait, dès que le visage ne nous plaît pas, on a un recul assez phénoménal dans l'action politique qui est lié aux avancées féministes qu'ont pu apporter MeToo, parce qu'il y a même des femmes qui se revendiquaient féministes, qui moquaient vraiment le témoignage de Amber Heard. Donc c'est en ça que je pense qu'il y a un certain individualisme qui se forme sur les réseaux sociaux quand on lutte sur les réseaux sociaux et qu'on a une parole féministe sur les réseaux sociaux. C'est un mal un peu pour un bien, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut jamais se passer d'organisations politiques, de syndicats et juste de mode d'action où on est juste tous unis pour un but spécifique et où c'est pas, encore une fois, le témoignage de l'individu qui prévaut. Parce que ça ne va pas toujours y avoir des moments où ça passe. D'ailleurs, je me permets de vous dire, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, vous pouvez lever la main. Enfin, comme on n'est pas beaucoup, allez-y. Oui, tout à fait, n'hésitez pas. On aura aussi un temps à la fin pour les questions, si vous avez des questions qui sont de thématiques plus différentes et plus larges. Mais en tout cas, oui, c'est très intéressant tout ce que tu amènes, notamment sur le procès de Amber Heard. On peut dire que si l'avènement de MeToo a été un grand pas en avant, le procès d'Amber Heard a été quand même un pas en arrière, globalement pour toute la cause féministe, et la cause féministe au sujet des violences sexuelles particulièrement. Aussi, ce qu'on peut dire sur les médias et sur les réseaux sociaux, c'est que ça a apporté quand même un changement dans notre manière de militer, et que la particularité de MeToo, d'avoir mis en avant ce témoignage personnel, exactement comme tu le dis, ça revient sur cette idée du privé politique, ça revient sur cette idée de l'intimité politique, que les abus dans l'intimité des femmes, ce n'est pas simplement un cas à part, ce n'est pas simplement les hauts et bas des relations humaines finalement, mais que ça dépend réellement d'un système politique qui est le patriarcat, d'un système oppressif. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a pu être mis en avant. Oui, tout à fait. En fait, je viens de penser à un truc, mais ce qui différencie, je pense, la vague de féminisme dans les années 70 et celle où on a maintenant, où dans les deux cas, il y avait cette idée de l'intime et politique, c'est que, à mon sens, dans les années 70, il y avait beaucoup plus de théories qui venaient structurer cette pensée-là, et beaucoup plus d'ouvrages et où les
les militantes féministes, c'était vraiment des militantes qui étaient pointues en fait sur leur sujet, alors que maintenant c'est vrai que, ce qui est bien en soi, tout le monde peut se revendiquer féministe, mais du coup on a un manque de structure, je pense, et là où l'intime et politique, ça donnait des théories sur le travail reproductif, la charge mentale, tout ce genre de choses-là, dans les années 70, là, il y a un peu un éparpillement, je trouve, qui se fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un des très bons points. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Une des particularités des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ont leurs propres règles. Donc, par règles, on peut parler notamment d'algorithmes et de format. Donc, chaque réseau social a ses particularités, mais notamment dans les dernières années, on a vu une popularisation de ce qui est le média court. Donc par exemple sur TikTok, qui au départ était des vidéos de 10 secondes, il me semble, puis 60, 15, voilà. Maintenant c'est jusqu'à 10. Voilà, mais on dirait que les gens n'aiment pas beaucoup la longueur quand c'est qu'il y a des contenus en ligne. Pareil avec Twitter qui est très populaire et qui a une limite de caractère quand même petite. Du coup, la question que j'ai, c'est est-ce que les règles imposées par les réseaux sociaux, donc les algorithmes et les formats, ont une influence sur comment tu vas structurer ton discours politique? Est-ce que tu vas devoir te freiner à certains moments? Est-ce que tu vas devoir un peu aplatir ton discours politique pour rentrer dans les codes des réseaux sociaux? Oui, complètement, surtout au début, quand du coup c'était des formats qui étaient limités à maximum 1 minute. Alors vraiment, mais je me souviens, je m'entraînais à parler hyper vite pour pouvoir tout caser en 1 minute. C'était assez complexe et surtout on ne pouvait pas élaborer. Et soit on avait le choix de filtrer un peu ce qu'on voulait dire et de le rendre plus marketable et digérable par le grand public, par tous les gens que ça pouvait toucher, que l'algorithme pouvait toucher. Soit on choisissait d'un peu dire les termes comme on les pensait dans notre tête, de façon un peu plus radicale, et là, dans ce cas-là, on était confronté soit du coup on touchait seulement vraiment un public de niche, mais qui était en partie d'accord déjà avec ce qu'on disait. Enfin, c'est pas mauvais, mais si on veut, si notre but c'est de diffuser l'idée, forcément si on a déjà un public niche qui s'y connaît, bon voilà. Soit on était ensuite confronté à beaucoup de cyberharcèlement parce qu'on était trop radical, et vraiment dire le patriarcat existe, c'était trop radical à l'époque. Donc pour vous dire, vraiment le TikTok en 2020 c'était un peu un champ de bataille. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a 2 formes de contenu qui se différencient pour les comptes similaires aux miens, qui font de la politique ou des messages engagés, féministes, antiracistes. Il y a des vidéos, des formats longs, où vraiment moi en tout cas personnellement je ne me limite plus. Je veux dire, je fais des vidéos parfois qui peuvent atteindre 10 minutes, et même si c'est sur TikTok, évidemment c'est un format court qui est préféré par les utilisateurs, moi je m'en fiche. Voilà, c'est pas grave, j'ai des choses à dire, je le dis. Et ensuite il y a des contenus qui sont vraiment un peu, vous voyez, genre sur des... Je sais pas si vous êtes tous sur TikTok, peut-être pas, mais des trends, je sais pas, il y a un son du moment qui est populaire sur TikTok, et du coup on va faire une vidéo où juste on va écrire des choses ou mettre des images un peu choc. Notamment, moi j'avais fait ça par exemple pendant les manifs, où il y avait des sons un peu on est énervé contre le gouvernement. et du coup le message politique il va passer, il va toucher beaucoup plus de monde, et surtout ça va générer de l'interaction, genre des gens qui disent ouais grave, trop d'accord, etc. Parce que ça ne nécessite pas le temps de concentration de 5 minutes 30 ou des vidéos plus longues où on a besoin de mieux expliquer notre point de vue. Forcément, il faut l'écouter. Et après, question algorithme, c'est vrai que, comme je disais, assez souvent on peut être cantonné à des audiences assez niches. Moi, encore une fois, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je pars du principe que mes vidéos et mon contenu, je le fais pour les femmes,
la plupart du temps, et pour qu'elles prennent conscience en fait de ce qu'elles peuvent vivre et que ça puisse leur faire ouvrir les yeux ou juste les alléger d'un poids que d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Mais donc, parfois on est un peu cantonné à ce public niche et en soi pour moi c'est pas très grave. En revanche, l'angle d'attaque qui je pense est intéressant, c'est quand on passe par l'actualité ou par la pop culture pour parler de sujets féministes. Notamment récemment, il y a eu toute une polémique sur un mec sur TikTok qui avait une forme de contenu qui était assez misogyne et ça a fait beaucoup parler, Wesh frère. Voilà. Ça a fait beaucoup parler et en fait quand on passe par ce crochet-là, ok, vous avez vu Wesh frère, nanani, nana, direct, ça va parler aux gens, ils vont regarder, ils vont être intéressés et après pour dire ouais en fait limiter le temps de parole des femmes c'est pas ouf et d'ailleurs vous savez blablabla, cette théorie je dis Butler, tout de suite en fait ça va peut-être un peu plus captiver les gens et je trouve ça intéressant de passer par là. Après encore une fois il y a ce biais de l'algorithme qui fait que généralement les gens qui tombent sur nos vidéos c'est des gens qui sont plus enclins à être d'accord avec nous, mais encore une fois c'est pas forcément trop négatif quoi. Très bien, merci pour cette réponse. Du coup, effectivement, le fait de créer un contenu spécifiquement pensé pour les réseaux sociaux, c'est la particularité des réseaux. Au sein du syndicalisme étudiant aussi, on essaie de s'adapter aux réseaux sociaux et d'être présent autant que possible, parfois avec plus ou moins de succès. Mais il y a une phrase qu'on dit beaucoup aujourd'hui dans le militantisme, c'est que si une action n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais existé. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de maintenir des actions qui seraient autrement éphémères et de toucher plus de monde. Lorsque tu vas faire une action au sein d'un campus, au sein d'une université, pendant une journée, tu vas peut-être toucher 50, 100, 200 étudiants. Comparé au nombre d'étudiants qui font partie de l'université, ça peut paraître assez réduit. Et la question c'est comment toucher le plus d'étudiants possible pour les amener à se politiser. C'est une question qu'on se pose tout le temps et on essaie aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour parvenir à ces objectifs, pour faire juste gagner en visibilité. Parce que les étudiants et étudiantes, souvent, lorsqu'ils vont prendre connaissance des initiatives politiques, ça va résonner en eux. Voilà, donc ça c'était sur ce point de vue sur les algorithmes, sur les réseaux sociaux. À présent, je voulais revenir un peu sur le sujet des actions de terrain vis-à-vis de l'espace public. Donc, la question de s'approprier l'espace public, ça a été toujours une question importante au sein du féminisme, parce que l'espace public n'est pas un espace pour les femmes. Il n'a pas été construit pour les femmes, et lorsque les femmes sont présentes dans l'espace public, c'est toujours le deuxième public, entre guillemets, c'est-à-dire que les hommes sont favorisés. Par exemple, que ce soit même tout simplement dans la rue, il y a eu des études qui ont montré que 2% un quart des femmes interrogées avaient renoncé dans l'année précédente à sortir de leur domicile par peur. Donc un quart c'est quand même beaucoup. Et le fait de refuser d'aller dans l'espace qui est censé être public, donc appartenir à tous par peur, c'est quand même un sentiment que beaucoup de femmes partagent. C'est un autre point que j'aime citer, c'est que 2% des rues françaises sont nommées d'après des femmes, le reste sont nommées d'après des hommes. Ça peut sembler minime, mais tous les indices montrent que l'espace public est par les femmes et que les femmes ne sont pas bienvenues dans cet espace, et que donc toutes les actions qui se déroulent dans l'espace public et qui visent à se montrer dans l'espace public et prendre la parole sont des actions politiques finalement. Et ça c'est le cas par exemple des manifestations. Les manifestations, c'est venir se positionner dans l'espace public, se montrer face aux personnes qui ne sont pas forcément conscientisées et dire nous sommes là, on existe, voici le problème, voici nos revendications. Les gens ne peuvent pas détourner les yeux. Voilà, donc c'est se réapproprier un espace, interpeller les passants, les médias, les politiques. Donc ça, c'est ce que permettent les manifestations. Au-delà d'être un moment de rassemblement
montrer une force de conviction et de revendication. Un autre moyen de s'approprier l'espace public, c'est les collages. Donc, c'est assez intéressant l'histoire du collage parce qu'il date de la première vague de féminisme où on retrouvait déjà ce qu'on appelait aussi auparavant des placards, le fait de mettre sur les murs des textes politiques avec des revendications, des informations. C'était le seul moyen qui existait auparavant pour diffuser une information qui ne pouvait pas passer par les médias traditionnels parce qu'elle n'était pas forcément acceptée. On peut retrouver des collages du coup à l'époque des suffragettes ou même à l'époque de la Commune de Paris, où notamment l'Union des femmes pour la défense de Paris avait placardé des affiches dans Paris avec des mots percutants et que ce soit des mots percutants ou parfois même des manifestes politiques sur les murs. Voilà, on peut aussi citer dans le cas des suffragettes Louise Weiss qui a fait un collage qui peut résonner avec les collages modernes en disant « La Française doit voter », 4 mots écrits en noir sur des affiches rouges avec des grandes lettres pour interpeller sur un message simple et impactant. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous en avez sans aucun doute déjà croisé, ces collages avec des lettres en majuscules sur des feuilles A4, facile à imprimer, facile à coller, pour que tout le monde puisse le faire justement. Donc ça, ce sont des actions, plusieurs actions qui nous permettent de nous réapproprier l'espace public. Et le parallèle que je voulais faire, c'est que l'espace digital, c'est aussi une sorte d'espace public où tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer, du moins en théorie. Et même 60% des femmes se connectent tous les jours à Internet, alors que ce ne sont que 50% des hommes qui le font. Donc on pourrait se dire que Internet et le monde digital seraient un monde assez féminin, mais ce qu'on retrouve, c'est que comme dans tous les espaces publics, il y a une difficulté à s'exprimer et des obstacles que les femmes vont faire face à des obstacles, à des difficultés quand il est question de s'exprimer, de prendre la parole et de se montrer. Que toute femme qui se montre sur les réseaux sociaux fait face à des critiques, à du lynchage, potentiellement du harcèlement. Et du coup, je voulais te demander si tu avais pu rencontrer certains de ces obstacles et nous parler un peu de ton vécu par rapport à ces difficultés. Mais avec grand plaisir, j'en ai des choses à dire. Alors, bon, déjà, comme tu dis, être une femme sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, tu es dans un milieu hostile dans tous les cas, que tu parles de féminisme et de politique ou que tu parles de mode et de coiffure. Franchement, tu es sur les réseaux sociaux et en tant que femme, tu es forcément exposée au sexisme, à la misogynie et juste à des commentaires qui peuvent être complètement hallucinants. Il y avait une étude qui avait été faite sur le pourcentage de commentaires sexistes ou en rapport avec le physique de la personne en question qui était fait sous les vidéos des femmes ou les photos des femmes, et c'était un chiffre hallucinant, c'était un genre de truc genre 20%, comme ça. Et ça je le retrouve aussi en ce qui me concerne sur mes propres réseaux. En plus, moi je prends la parole, je parle de sujets politiques et parfois je suis maquillée comme une voiture volée. Donc ça plaît pas forcément. Quand on est visible déjà en tant que femme, ça ne plaît pas. Quand on parle de sujets politiques, ça me plaît encore moins. Et vraiment, il y a eu des moments vraiment très très durs sur TikTok notamment que j'ai pu vivre. Maintenant j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, ou c'est peut-être parce que moi-même je me police un peu plus et je poste moins. Mais la période de confinement et cours en ligne, couvre-feu, tout ça machin, où je pense que vous avez partagé cette expérience-là, mais en gros on avait cours en ligne et notre seul moyen d'avoir un contact avec l'extérieur, c'était sur les réseaux sociaux. Moi, c'était mon cas et c'était horrible parce qu'une fois toutes les 2 semaines, j'avais une nouvelle vague de gros cyberharcèlement qui me tombait dessus. Et surtout que TikTok, en l'occurrence, comme Twitter, je pense, c'est un réseau où l'interaction est très importante et plus un contenu va faire réagir et
va entraîner des commentaires, des collages ou des duos. Les collages et les duos, en gros, c'est quand un autre créateur ou une autre créatrice de contenu va prendre un extrait de votre vidéo ou se mettre à côté de votre vidéo carrément pour faire son propre contenu. Il y avait énormément de mecs incel, fous, vraiment charmés, qui passaient leur journée à faire des réactions à mes vidéos. C'était mais horrible. Et il y a eu des moments où c'était full menace de viol sur menace de mort, sur n'a qu'à aller se suicider, cette féministe folle. Donc vraiment très désagréable. Mais je pense que moi j'ai cette expérience-là parce qu'en plus je parle de féminisme, je parle de politique et je sais pas, parfois peut-être que j'ai une tête qui leur revient pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut noter quand même que même quand tu fais un contenu lisse et lifestyle et tranquille, juste tu fais des petits vlogs de ta journée, tu as des commentaires immondes qui vont te tomber dessus et c'est beaucoup d'hommes et je pense aussi que c'est important de noter que en ce qui me concerne, les personnes qui pratiquaient ce cyberharcèlement à mon égard et qui pratiquent du cyberharcèlement en masse envers d'autres créatrices de contenu, c'est des gens qui ont un agenda politique. Quand on va sur leur compte, ils suivent Marine Le Pen, ils suivent Bardella, ils suivent le RN, machin, et ils repostent des trucs sur le grand remplacement. C'est des gens qui politiquement sont très marqués, alors que généralement on se dit ok, le cyberharcèlement ça vient de petits ados de 13-14 ans, ils savent pas trop ce qu'ils racontent, ils se cachent derrière l'anonymat de l'internet, ils disent des bêtises, après ils se déconnectent, ils passent à autre chose. Et ça c'est vraiment une fausse idée, je pense. Il y en a, évidemment il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà radicalisés à l'extrême droite, qui ont pour agenda politique de vraiment harceler en masse les femmes sur internet, et en particulier les femmes qui parlent de politique ou de féminisme. Et avec JB ici présent, on a pu même s'infiltrer dans des discords où c'était des mecs comme ça en fait qui échangeaient des profils de créatrices de contenu, des vidéos de créatrices de contenu, se moquaient d'elles, ils disaient ah ouais, venez, on va lui laisser ça comme commentaire, etc. C'est des gens qui vraiment s'organisent pour faire peur aux femmes, pour les silencier, pour les intimider, et je pense que c'est à prendre en compte, en fait, pour moi, c'est l'équivalent digital des ratonnades de l'extrême droite qui vont dans les rues, etc., pour aller taper des personnes racisées ou ce genre de choses-là. Donc, pour moi, il faut y faire très attention et comment dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut investir comme mode d'action pour empêcher ce genre de choses-là, mais je pense qu'il y a des choses à faire et il faudrait qu'à gauche, on se pose la question de comment faire pour un peu démanteler ces réseaux d'incel et d'extrême droitards qui passent leur journée à insulter des femmes en ligne, quoi. Oui, c'est vrai que dès qu'on a eu des femmes visibles sur les réseaux sociaux ou même dans les médias en général, ça s'est toujours suivi d'harcèlement, de cyberharcèlement. On peut parler notamment de l'influenceuse Léna Situation qui ne fait pas un contenu politique du tout et qui pourtant se prend des vagues d'harcèlement tous les 2 jours juste par son existence. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose que malheureusement on retrouve partout. Juste les hommes qui se sentent en position de pouvoir donner leur avis sans aucune conséquence finalement, parce que c'est cette aussi impunité qui existe en ligne, c'est-à-dire que la soi-disant modération laisse à l'inexistence complètement inexistante, la modération, que ce soit sur... je pense que du coup il sert un peu plus à rien. que ce soit sur TikTok, c'est un truc de fou TikTok. Quand tu postes un message politique, c'est toi qui as plus de chances de te faire bannir qu'un mec qui vient t'insulter et qui va dire ah ouais, t'as qu'à aller à Châteauroux, tu vas voir, tu vas te faire violer. Les trucs complètement fous. Eux ils se font pas bannir, mais toi par contre, quand tu as un message politique et que tu te fais signaler en masse, c'est toi qui ta vidéo elle risque de sauter et tu peux perdre ton compte ou j'en sais rien. Et de même sur Twitter, et ça je trouve ça mais absolument scandaleux parce que c'est
c'est un truc qui est connu et qui est absolument pas caché de la part, en tout cas de TikTok, et même de Instagram récemment. Je ne sais pas si vous avez vu avec toutes les campagnes pour la Palestine où Instagram a même dit que Meta en fait cachait volontairement les messages politiques. TikTok c'est la même chose. Ils font exprès d'invisibiliser et de censurer les messages politiques quand ça les arrange en fait, tout simplement parce qu'eux ils veulent générer du divertissement, ils veulent générer du chiffre d'affaires, des achats. Voilà, maintenant Instagram, vous allez dessus, vous avez même un petit émoticône panier où vous pouvez faire directement des achats sur Instagram. TikTok c'est pareil, maintenant il y a les marketplaces, etc. Qu'est-ce qu'ils en tirent de positif que d'avoir des nanas ou des mecs qui parlent de la Palestine et du féminisme? Enfin, absolument rien. Ils ont plus intérêt à l'église. Voilà, donc ça c'est certains points négatifs des réseaux sociaux qui effectivement devraient se poser la question de comment pouvoir combattre ça davantage. Ça c'est une piste importante, d'autant plus que ça ne fait que de prendre de l'ampleur et que récemment on voit l'augmentation des courants masculinistes, des courants de radicalisation notamment des hommes. Il faut qu'on se pose la question du rôle des réseaux sociaux là-dedans et aussi de comment contrer cette montée qui est assez fulgurante et inquiétante. Mais d'un autre côté, peut-être plus positif, il faut déjà commencer par dire que les espaces féminins au sein de la société, ça n'existe pas. Les espaces de parole, d'expression libre, ce sont ceux que les femmes ont créés entre elles. Ce sont des espaces qui sont difficiles à retrouver et ce sont des espaces qui sont tout à fait fondamentaux pour pouvoir construire une lutte féministe. Pour avoir une lutte féministe qui se construit, il faut que les femmes puissent se retrouver, il faut qu'elles puissent discuter et qu'elles se sentent libres de se montrer et de parler de leurs opinions, de leurs expériences. Et moi je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux vont faire des espaces uniques en leur genre de connexion avec d'autres femmes ou des espaces féministes que peut-être tu avais du mal à retrouver dans le monde réel, qu'on ne retrouve pas ailleurs, des connexions avec des personnes, j'imagine que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées, qui t'ont aidé peut-être à te construire ou juste à te sentir entourée. Oui, c'est vrai que c'est vrai que moi, je suis pas du tout faite du même bois que toi, par exemple, où tu te sens très à l'aise dans le milieu syndical. Moi, en L1, du coup, en licence, j'étais à la Sorbonne. La Sorbonne, c'est une fac qui est vraiment très politisée. Et, dès le premier jour, il y avait UNEF, Solidaire, etc., qui venaient un peu faire du démarchage dans nos amphis et même dans les halls et ce genre de choses-là, qui nous invitaient en fait à venir militer. Mais pour moi, alors c'est très bien, c'est super, franchement les syndicats universitaires, merci à vous d'exister, mais il faut être fait d'une certaine patte, je pense, pour s'y sentir à l'aise. Et c'est vrai que pas tout le monde a la qualité d'aller faire des AG tous les jeudis soirs et d'aller faire des modes d'action dans la vraie vie. En tout cas, moi je sais qu'au début, c'était pas trop mon cas. Et donc du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça m'a un peu offert un espace de communauté où j'ai pu me sentir beaucoup moins seule. Petite histoire personnelle, mais j'ai fait mon lycée à côté de Versailles. Donc les féministes, gauchistes, ça courait pas les rues. Et c'était plus un peu le mouton noir. J'étais en tout cas le mouton noir de ma promo, en tout cas je me sentais comme ça. Et je me sentais vachement seule dans le militantisme, contrairement à des lycées qui peuvent être très militants, et ça c'est super, hein, mais moi c'était pas mon cas. Donc en ligne, c'est vrai que j'ai vachement pu retrouver cet espace et ce lien qui me manquait, et aussi voir qu'on accorde du crédit à ta parole, qu'il y a des universitaires qui me citent dans leurs cours, des gens qui m'invitent pour faire des conférences et des trucs comme ça. Je trouve ça assez fou. C'est valorisant, c'est sûr, mais surtout, je pense que le vrai lien, tu le trouves quand
il y a, quand tu confrontes en fait les gens que tu rencontres en ligne dans la vraie vie et que vous vous rencontrez et que vous êtes là en mode ah trop bien, genre on est trop d'accord. En fait c'est bien d'avoir ces liens-là en ligne et franchement je suis trop contente de les avoir eus. Mais le sentiment que tu as dans la vraie vie avec des vrais gens avec lesquels tu luttes, tu vas faire des collages, tu vas en manif, etc. est beaucoup plus, ça te remplit beaucoup plus, je trouve, que le lien que tu peux trouver en ligne, même si c'est super et je crache pas du tout dessus. Voilà. Ok, super intéressant. Du coup, oui, c'est intéressant on a évoqué. Pardon. Du coup, on a évoqué plusieurs fois les publics qu'on arrive à atteindre avec les réseaux sociaux. Du coup, je pense que ça serait intéressant de parler de ce sujet précisément. C'est la question de est-ce qu'on arrive vraiment à atteindre un nouveau public avec les réseaux sociaux ou pas. C'est une question qu'on se pose beaucoup en général dans le militantisme aussi, c'est quel public on arrive à atteindre. Déjà dans les années 70, pendant les mouvements avec le MLF, ce genre de groupe, eh bien, ils ont été un peu pointés du doigt pour être des sphères parisiennes, d'étudiantes et presque parfois un peu bourgeois, qui n'atteignaient pas forcément du coup tous les publics de femmes et qui avaient du mal à sortir des milieux dans lesquels il existait, donc voilà, les villes, les universités, ce genre de milieu. Et est-ce que les réseaux sociaux permettent de dépasser ça ou est-ce qu'on retrouve le même genre de bulle où on a du mal à atteindre certaines démographies? J'imagine que c'est le cas. Oui, non mais complètement, c'est un peu une question rhétorique, mais c'est sûr que ces bulles-là, elles se forment aussi bien in real life que dans le virtuel. Et puis, je tiens à dire que si j'ai du succès, c'est aussi parce que je suis blanche, je fais des études, j'ai un certain capital culturel qui me permet de m'exprimer et du coup on me donne du crédit. Donc des femmes, je sais pas, noires, lesbiennes, qui viennent d'un milieu plus populaire, forcément on leur donne moins de crédit parce que l'algorithme est fait comme ça, il est fait pour favoriser pas les gens qui font partie des minorités, quoi. Donc ça c'est sûr et certain. Après, comme je le disais au début de la prise de parole, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut parler en théorie. Donc on a plus tendance à avoir des témoignages diversifiés et aussi juste des nouveaux points de vue qui arrivent à nos oreilles qu'on n'aurait pas forcément pu entendre et eu à voir si on n'était que dans le militantisme in real life. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que en fait, une fois que tu as ton audience, tu as tendance un peu à te conforter dedans. Et c'est vrai qu'il y a des gros comptes qui sont un peu enracinés, je dirais, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis mécréante, préparez-vous à la bagarre, ce genre de compte-là, où pour la majorité, c'est des femmes blanches. Je sais que mécréante, c'est une femme blanche. Olympe Rêve, c'est une femme blanche qui est juriste. Voilà, enfin c'est quand même on reste quand même dans le milieu un peu blanc et bourgeois et c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Mais en vrai, ce que je trouve ce qui est bien avec notre génération et moi en tout cas je l'ai constaté avec le public que je touche, c'est que on prêche pas seulement des convaincus et surtout on prêche des beaucoup plus jeunes. Et ça m'a vraiment impressionnée à quel point maintenant, quand je parle à une fille de 15 ans, parfois elle a lu Monique Wittig et des trucs comme ça. Je me dis, mais oula, mais d'accord, mais enfin moi à cette époque-là, à 15 ans, jamais entendu parler de Monique Wittig. Et il y a des filles, il y a des très jeunes filles qui viennent me parler et qui ont des connaissances mais assez folles. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont vraiment pas pour rien parce qu'on sensibilise un public et on participe à la radicalisation, mais la bonne radicalisation, pas celle des fachos, dès le lycée en fait, et c'est comme ça qu'on touche plus de gens, je pense. Ouais, c'est vrai que notamment avec le cas des lycéennes, on a vu pas mal de mouvements se faire miroir dans les lycées, notamment avec les mouvements du dress code. Genre la baya, les
c'était des initiatives lycéennes. Et c'est hyper impressionnant qu'à cet âge-là, elles aient l'audace et le courage de faire ça et de faire un peu des mouvements de petite désobéissance civile quand même, c'est plutôt stylé, à cet âge-là, et que ça prenne une ampleur nationale. Et moi je me souviens le mouvement des crop tops, ça, ils en avaient parlé aux infos et tout. La Baïa, je sais pas, mais ça a été quand même d'ampleur nationale. Et c'est vraiment pas mal. C'est vrai que perso j'ai fait au lycée dans un mouvement des crop tops et c'est vrai que c'était assez libérateur de voir autant de lycées partout en France se connecter sur ces sujets-là et enfin se dire on nous entend, on ne dit pas que c'est... Et c'est par le biais des réseaux sociaux qu'on a réussi à diffuser le message aussi. Ouais, tout à fait. Parce qu'au final, les réseaux sociaux, ça permet quand même une connexion entre des communautés géographiquement éloignées. C'est quand même le but au départ de la création des réseaux sociaux quelque part, c'est que ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe partout et également dans d'autres pays. Donc sur des mouvements, de se coordonner d'une manière parce qu'internationale, avec le mouvement MeToo, j'y reviens, mais ça a touché partout. Le hashtag a été traduit dans toutes les langues. En France, on a eu Balance ton port, mais partout, on a vu cette délivrance de la parole grâce à MeToo. Et surtout, phénomène assez intéressant que je trouve sur les réseaux sociaux, c'est que comme ça fonctionne en fait par hashtag, par trend, etc., par mouvement un peu de mode qui sont assez éphémères mais qui sont impactants, en fait, ça rend l'action politique et l'action de désobéissance civile, comme le crop top, la baya, etc., quand même. Voilà. Pour moi, ça en est. Ça rend ces modes d'action-là beaucoup plus abordables. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent ouais, les manifs, maintenant il y a beaucoup plus de violence policière qu'avant, donc ça fait peur. Pareil, aller faire les collages, ah ouais, mais c'est illégal, machin, ça fait peur. Mais quand on lance ces sujets-là d'une façon plus légère, et je pense, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pendant les manifs retraite, il y avait l'influenceuse Polska, je ne sais pas si ça vous parle, qui avait fait une petite vidéo où elle était en manif pour la réforme des retraites et où vraiment c'était bonne ambiance, ça dansait à côté du ballon CGT, voilà. Et en fait, du coup, ça démystifie les actions de terrain, ça les rend beaucoup plus accessibles et ça donne envie de les faire parce que tu te dis, ah ouais, c'est une ambiance de communautaire, de rapprochement, etc., des mouvements qu'on peut retrouver en ligne. Et au final, ça fait peut-être pas si peur que ça. Et je trouve que ça, en tant que syndicat, c'est vraiment un truc sur lequel agir. Et voilà, les formats courts un peu qui se basent sur des hashtags, des modes, etc., machin, il faut vraiment jouer là-dessus. Et même, je pense que LFI, ils l'ont très bien fait. Louis Boyan, c'est le professionnel de ce genre de format-là, pareil pour Antoine Léaumont. Il faut rendre l'action politique quotidienne et démystifiée et simple et limite ludique, quoi. Sans la dépolitiser pour autant, mais voilà, c'est comme ça que je pense qu'on va ramener des jeunes qui sont peut-être un peu frileux, contrairement aux CGTistes qui tiennent le stand saucisse à 65 ans, ils sont toujours là. On les embrasse. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, c'était aussi un sujet que je voulais aborder, le fait de comment la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment rendre l'action militante accessible, comment la rendre accessible aux primo-militants, comment rendre la chose tout moins intimidante. Tu as dit que toi-même, tu avais été intimidé par les groupes militants, les groupes politiques, et c'est le cas au final de pas mal de personnes. Donc nous, on se demande comment faire pour que les gens se sentent moins intimidés, pour créer un sentiment de proximité. Et ça, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire ça, effectivement, en partageant les actions qu'on fait, en partageant juste, voilà, en étant présent au quotidien, exactement comme tu l'as dit, pour que les gens deviennent familiers de ce genre d'action et se disent « Ah, c'est pas si loin que ça, au final ». Après, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas tomber du côté où les réseaux sociaux, ça peut donner un sentiment de proximité, mais ça peut aussi donner un sentiment fermé parfois, quand il n'y a pas forcément de visage derrière. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait attention, c'est que les réseaux sociaux, ça apporte une chose, et nos actions de terrain, ça peut aussi apporter autre chose, et aussi notre présence sur l'université.
ça nous permet d'allier les deux et d'avoir les bénéfices des deux. Notamment, par exemple, les intervenants filles, ça va apporter quelque chose de très différent. Ça va permettre aux gens de voir qu'il y a des personnes derrière le compte, que ce n'est pas seulement quelque chose qui existe dans le vague, que c'est vraiment des gens comme eux qui sont en train de faire cette action, que c'est des gens qui ont le même âge, qui sont plus jeunes et qui sont dans les mêmes promos et dans la même PAC et qui font ces actions et qui vont se dire ah ok, bah, peut-être que moi je peux faire ça. Et c'est aussi, on pense aussi que c'est hyper important de montrer notamment des militantes femmes au sein de l'organisation parce que les étudiantes qui vont voir une organisation où ils vont seulement être confrontées à des hommes, eh bien, clairement, elles vont être moins enclines à rentrer au sein de l'organisation que si, dès le début, elles voient qu'il y a des femmes aussi. Donc, c'est hyper important de se visibiliser, qu'on ait une femme dans le militantisme pour encourager d'autres femmes à rejoindre les mouvements. Et du coup, voilà, en alliant les actions de terrain et les actions des réseaux sociaux, on espère ramener plus de gens et encourager les gens, montrer que c'est un monde auquel tout le monde peut participer et qui est ouvert à tous. Du coup, voilà, c'est une bonne conclusion, je pense. Donc déjà, j'ai une question parce que il y a des enquêtes récemment qui ont montré qu'il y avait un fossé de plus en plus grand qui est en train de se créer dans la jeunesse entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, un fossé politique où les jeunes hommes pensent de plus en plus à droite et une femme de plus en plus à gauche. Et également, ça combiné à tout ce qui est fait bulle sur les réseaux sociaux, je me demandais, est-ce que tu avais un petit peu, par exemple, des statistiques sur ton public? Est-ce que tu arrives quand même à toucher des hommes ou pas, ou est-ce que vraiment c'est compliqué? Et également, la deuxième question en lien avec ça, est-ce que ça pour le coup c'est pas ton stats mais plus ce que tu vois dans les commentaires etc. Tu arrives à toucher vraiment des gens qui sont vraiment convaincus, des gens qui sont très confirmés ou alors au contraire des gens qui découvrent un peu, qui connaissent pas trop et du coup tu arrives un peu à mener vers quelque chose d'un peu plus structurel. Alors déjà pour la statistique, moi j'ai moins de 10% d'hommes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je crois que récemment j'étais à 8%, un truc comme ça. Donc je n'ai pas de succès chez les messieurs. Après, je suis d'accord avec toi, le fossé pose problème, mais moi, en ce qui me concerne, en tant qu'individu qui m'affiche, tu vois, je sais que le public féminin est moins hostile à mes idées et à ce que je vais poster, et du coup, ça m'évite du harcèlement. Donc, en soi, ça ne me dérange pas à titre personnel, mais je comprends la logique où tu veux en venir, et c'est intéressant de réfléchir à cette question. Et ensuite, pour ta deuxième question, je dirais que ça dépend. Je dirais que, comme je l'ai dit, par exemple, si je vais faire une vidéo où mon angle d'attaque et mon introduction, ça va être, je sais pas, la nouvelle série, voilà, on va en parler et je vais donner une analyse un peu féministe, un peu militante, machin, au fur et à mesure, un peu discretos. Là, je vais toucher un public qui est beaucoup plus large et des gens qui sont pas forcément convaincus, mais qui ont un peu des idées quand même un peu féministes, un peu engagées, mais qui sont pas forcément d'extrême gauche. Voilà. On va parler franchement. Mais après, c'est vrai que si je fais une vidéo qui est beaucoup plus basée sur des idées théoriques et radicales, là c'est sûr que je vais un peu prêcher des convaincus et peut-être à la limite aider des personnes qui sont déjà bien féministes confirmées à se faire des idées un peu plus analytiques, un peu plus théoriques et juste à conscientiser et vocaliser surtout des idées qu'elles pouvaient avoir par bribes mais qu'elles n'arrivaient pas vraiment à formuler, tu vois. Ça c'est souvent ce qu'on me dit, c'est ah ouais, ta vidéo, je l'ai envoyée quand j'avais une dispute ou un débat avec telle personne parce que c'est exactement ce que je voulais dire, mais je ne savais pas comment le dire, tu vois. Allez-y, n'hésitez pas. On a encore du temps. Toute petite question en lien avec celle-là. Au niveau de la classe d'âge de ta communauté, à peu près, ça serait particulièrement. Alors, le public majoritaire, c'est des 18-24 ans. Ça, je pense que j'ai le plus de personnes de cette tranche d'âge-là. Après, j'ai pas mal aussi de 15-17, 13-17 plus jeunes. Mais je dirais qu'en majorité, les gens qui me suivent, c'est des gens
les idées évoluent ensemble et c'est sympa. Mais c'est vrai que les plus de 30 ans, j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est assez moins. Ok, merci. Pas de soucis. Et puis aussi c'est TikTok, quoi, donc il n'y a pas forcément des vieux. Donc c'était par rapport au fait que TikTok soit un média pro, comme Twitter ou comme les réseaux sociaux. Est-ce que l'utilisation massive de ces médias pro pour passer des messages féministes ou politiques en général, ça enlèverait pas, sur un avis personnel, ça enlèverait pas l'essence intellectuelle qui était, comme tu l'as dit, très caractéristique des deux premières vagues? Ah ouais, je suis hyper d'accord avec toi, mais il y a un aboutissement assez fou sur les réseaux sociaux. En fait, même s'il y a des succès, des vidéos longues, des formats longs qui ont du succès et qui peuvent prendre une fois de temps en temps, c'est vrai que majoritairement, ce qui est consommé, c'est des formats courts et divertissants. Et il y a vraiment une perte intellectuelle assez folle, je pense, de notre génération, qui est assez feignante. Surtout parce qu'on est biberonné au format court et à la satisfaction immédiate d'avoir déjà la fin de l'histoire avant même que la vidéo ait commencé. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc ouais, franchement, je suis hyper d'accord avec toi. Après, parfois, ça peut bien marcher d'avoir des formats longs. Et notamment, je pense, sur YouTube, il y a un grand succès en ce moment, notamment sur les chaînes anglophones. Mais ça vient aussi un petit peu en France, des vidéos essays. Je ne sais pas si ça vous parle à certains, mais voilà, c'est des formats longs, parfois même très longs, d'1 heure, où tu as une personne qui va parler, qui a analysé, mais en long, en large et en travers, et faire des recherches ultra extensives sur un sujet en particulier, souvent avec un angle militant. Et ça commence vraiment à prendre et à avoir du succès, mais encore une fois, le public que tu touches est beaucoup moins large et c'est déjà un public initié. Parce que ce genre de choses-là, ça ne peut pas prendre avec les gens qui n'ont rien à foutre du féminisme. Et que, en ce moment, on a aussi des difficultés à transmettre tous les sujets qui ont ont besoin de nuances. Donc une perte de la nuance, c'est-à-dire que tout doit être toujours blanc ou noir et que quand tu as un sujet qui est entre les deux ou qui oscille, eh bien, tu vas avoir des gens qui vont commencer à te crier dessus parce que tu es trop d'un côté ou tu es trop de l'autre, alors qu'au final, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de nuances et un certain nombre de réflexions, et qu'au final, si tu ne donnes pas une réponse claire, les gens ne sont pas capables d'accepter un sujet qui n'a pas une réponse claire et définie au final. Donc ça aussi, c'est compliqué quand on veut parler de politique ou de militantisme en ligne. Il y a les gens ont beaucoup de mal à accepter que c'est pas parce que tu dis A que B est faux. Enfin, genre, deux choses peuvent être parallèlement vraies à la fois. Et ça, c'est vrai que... Waouh, compliqué. Mais bon, c'est un peu le jeu. Ce serait bien de... Du coup, pardon, mais j'interviens parce que ça fait 3 hommes qui parlent à la suite. C'est bien vrai ça. Voilà. On parlait des hommes dans l'espace public. Ce serait bien que les meufs prennent la parole. Après, bon, je ne vais pas vous forcer. Moi, j'avais des trucs à dire. Bon, ouais, non. Mais j'avais levé la main avant, en plus. Non, mais moi, ce que j'avais... il y a pas mal de choses qui m'ont fait réagir. C'est plus une intervention qu'une question. Mais c'est vrai que l'extrême droite, elle est extrêmement organisée sur les réseaux sociaux, et beaucoup plus que la gauche. Notamment sur les questions des fichages. Il n'y a pas que les féministes qui sont touchés. Nous, on a des camarades qui se sont fait... qui ont eu leurs photos affichées sur des groupes de FAF, qui s'appelait Affiche ton Antifa ou un truc comme ça. Et donc il y a vraiment un vrai enjeu justement à gauche, justement, de vraiment se structurer à la fois sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que tu disais sur effectivement il y a un peu une perte de la structuration politique et de lier un peu tout ça, de lier à la fois ces analyses politiques sur le féminisme et de l'ancrer dans un mode de production qui s'appelle le capitalisme. Et on voit tes notifications.
On voit tes notifications sur le... Ça m'a pas perturbée. Donc, ce que je disais, oui, c'est qu'il y a vraiment un besoin de se structurer. Et pour moi, ça peut pas juste se faire sur les réseaux sociaux. On peut pas être militant sur les réseaux sociaux, c'est bien, hein, mais c'est pas suffisant. Il faut militer et toucher de l'herbe un peu et aller dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu tous matrixés. Hein. Le confinement, de toute façon, plus personne pouvait militer. Et ça nous a un peu... on a eu des discours sur Twitter un peu insane. Oui, non, mais voilà. Sur TikTok, moi aussi, j'en ai fait des TikTok. Bon, j'avais pas autant de succès que toi, mais bon. C'était un peu plus niche. Mais ce que je voulais dire, c'est que faut pas se limiter à se dire je suis féministe, donc je vais m'engager que sur ces questions-là et que dans des associations féministes. Ou de se dire moi je suis syndicaliste étudiante, je vais rester dans le syndicalisme étudiant et je vais pas aller voir ce qui se passe dans les partis politiques ou je vais pas aller voir ce qui se passe dans des associations. Moi j'ai parlé avec un ancien responsable du syndicat de l'UVSQ, enfin étudiant, qui était pas l'UY avant. Et lui il me parlait de la triple adhésion. Donc à l'époque ils étaient au PS, hein, voilà, c'était l'UNEF. C'était UNEF, PS et Oser le féminisme. Bon, on peut en dire ce qu'on veut de Oser le féminisme, mais c'était assez intéressant de parler de ça avec lui, de voir qu'en fait, il y avait une structuration qui était complètement différente à l'époque et qui était vachement plus cadrée et qu'aujourd'hui, on s'éparpille vachement et que dans un même syndicat, au final, on va même pas forcément avoir les mêmes grilles d'analyse politique sur le féminisme ou sur l'antiracisme ou sur les questions de classe, un peu quand même. C'est un peu chaud sinon. Mais donc il y a vraiment un vrai travail à faire et c'est pour ça que moi j'invite tout le monde ici qui se sent féministe à rejoindre l'UY parce que déjà on fait des choses stylées et parce que c'est aussi un aboutissement concret de nos idées, de ce qu'on pense. Je suis vraiment hyper d'accord avec toi et un truc auquel ça me fait penser, moi je suis en master de droit du travail et on voit à quel point en fait quand on ne se syndique plus, et là on est des générations qui se syndiquent plus, alors qu'il y a une politique dans les entreprises où l'accord d'entreprise est au centre de la norme, en fait il y a un recul, il n'y a plus de barrage quand il y a un recul des acquis sociaux et une prise du libéralisme comme on l'a vu avec la réforme retraite et les autres choses qui vont tomber sur la gueule bientôt. Il faut vraiment, en fait, je suis hyper d'accord, moi je suis mise sur les réseaux sociaux, mais ne faites pas comme moi, vraiment ne faites rien comme moi et allez toucher l'herbe, pitié. Et c'est clair que le féminisme et le syndicalisme, c'est une longue histoire par le passé. Un des modes d'action d'ailleurs que j'ai pas évoqué, c'est la grève. C'est que la grève, qui revient d'ailleurs oui, mais j'allais dire en ce moment, parce que la grève du 8 mars a pas mal été évoquée sur les réseaux, sur les militants et sur les réseaux sociaux en général. C'est du coup une volonté de faire grève le jour du 8 mars. Donc grève du travail aussi, grève du travail domestique et grève de la consommation. Donc un arrêt total de la société par les femmes afin de montrer leur importance au final et de revendiquer les droits des femmes. Et oui, c'est clair que les femmes travaillent et que donc les femmes ont besoin de syndicats parce que clairement elles sont oppressées au travail, elles sont oppressées au travail par les différences de salaire, par les différences de position, par les métiers genrés et qu'il faut que les deux aillent main dans la main pour pouvoir avancer dans la lutte et que c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à se syndiquer. Non, mais vous avez vraiment raison parce qu'il faut, sinon on n'est pas organisé. Et très intéressant pour la grève. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, les Coréennes, j'ai oublié le nom du mouvement, c'est M4 ou M14, un truc comme ça, où elles font une grève du travail reproductif. Elles en ont marre en fait du patriarcat en Corée et juste des standards qui leur sont imposés. Et du coup, il y en a vraiment un mouvement massif de femmes qui refusent de relationner avec les hommes. Et franchement, si vous avez envie de vous pencher sur la question du lesbianisme politique, etc., je trouve que ça peut être une porte d'entrée assez intéressante. Est-ce que, moi, pareil, c'était un peu plus une remarque, une question, mais c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'utilité du militantisme en ligne et est-ce que ça doit s'allier avec le militantisme
moi je t'ai découvert pendant le confinement, tes contenus, tout ça. Et je crois que ça m'a quand même encouragée à entreprendre de chercher des contenus féministes français aussi, parce que moi je suis bilingue, donc je gagne vachement sur le YouTube anglophone, tout ça. Donc ouais, les vidéos essays, j'en avais plein. Je regardais plein de ça, mais c'était des féministes américaines Qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Oui, c'est ça, c'est pas les mêmes problématiques, c'est super intéressant. Il y a eu ContraPoints qui sort des trucs encore cette semaine, mais c'est aussi de savoir que ça existe en France, et comme tu as dit, je trouve que tu as vraiment fait une avancée là-dessus. Et même moi, pendant le confinement et un peu après, j'ai posté quelques TikTok et je trouve que ça permet de s'ouvrir au fait que une meuf de 16-17 ans, elle peut mettre sa tête sur les réseaux sociaux, et même si c'est pour poster du contenu maquillage une fois et du contenu politique l'autre fois. Et c'est con, mais genre même en postant des contenus humoristiques très un tout petit peu politiques, en tant que meuf, tu te fais harceler. Genre moi je me suis tapée sur une vidéo que je pense, moi j'avais en général entre 10 et 100 vues par TikTok, et avec un commentaire de Eloi. Et ensuite, là je me retrouve avec genre 200 commentaires de droitards qui me disent que je suis tarée de gauchiste parce que genre je me suis moquée de mon ex qui était en école de commerce. Et genre j'avais vraiment des trucs en couleur. Et donc je trouve ça quand même important qu'il y ait des gens qui montrent leur tête juste pour dire même si on se fait intimider en tant que femme, il faut quand même sortir ses idées, surtout en ce moment-là où du coup le militantisme IRL c'était plus compliqué. Je trouve que ça a quand même de l'importance, et même si ça doit peut-être s'allier avec des lectures ou des visionnages plus théoriques, je trouve ça aussi bien le short form, parce que c'est vrai que ça rend accessible, et notre génération, on est moins axé sur le contenu, donc c'est dommage, mais je crois qu'il faut s'adapter à ça aussi. Ouais. Mais ce que tu dis sur montrer sa tête, je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que sur Insta, ça fait déjà un moment qu'on a des gros groupes féministes, mécréantes, tout ça, mais c'est des petits carrés avec des trucs écrits, et c'est parfois ils font des interventions sur les médias traditionnels, mais c'est très rare qu'on voit leur visage, et se dire qu'il y a des Françaises aussi, des francophones, qui peuvent parler de féminisme en mettant leur tête, c'est vrai que ça facilite. Il y a certaines personnes qui peuvent maintenant oser le faire aussi. Ouais, ça fait toujours effet boule de neige. C'est comme ce que je disais avant, le fait d'avoir des syndicalistes femmes et juste le fait d'être présent, ça va encourager d'autres à être présents, et à chaque fois ça s'entraîne l'un à l'autre, et donc c'est hyper important de faire ce travail-là de départ, de prendre un espace pour que d'autres puissent prendre l'espace aussi et oser le prendre après. Voilà. Oui. Je renvoie. Ça viendra. Chacun son tour, parce que c'est pas vrai, ça peut être plus tard. Ok. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les incels et en même temps essayer d'inclure les hommes dans une lutte féministe qui pourrait apparaître à première abord très, on va les citer, mais en fait qui doit être ouverte. Un maximum de hommes. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. C'est un peu compliqué. Si tu veux y aller, vas-y. Lutter contre les incels, ça c'est compliqué. Alors, lutter contre les incels, un truc qui marche, c'est genre de les bullies en retour. Non, mais vraiment, les gens sur les réseaux sociaux, sur les droitards, les femmes, les incels, machin, il faut les afficher, il faut les bullies, parce que quand il y a un effet de masse, de toute façon, ils sont forcément impressionnés, et avec un peu de chance, ils se la ferment. Mais en vrai, cyberbullying dehors, c'est pas. Et mais sinon, alors pour inclure les hommes, etc., sur les discussions féministes, j'avoue que moi, personnellement, c'est pas ma préoccupation. Dans le sens où, comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis d'avis, mon contenu, je le fais principalement pour les concerner. Et s'il y en a d'autres qui veulent regarder de façon bienveillante, c'est pas possible. Mais après, je peux pas vraiment te répondre parce que moi-même, j'y pense pas trop. Mais si quelqu'un d'autre doit en parler, Ouais, moi d'expérience, plus sur le côté réel, on va dire.
pour les incels, parce qu'ils existent dans la vraie vie, hein, malheureusement, il faut quand même user de pédagogie. Quand ils sont dans nos organisations, c'est compliqué, mais il faut être pédagogique et surtout créer des cadres en non-mixité où on en parle et surtout qu'on se dise « Ok, non, c'est vraiment lui qui a un problème et pas nous ». Parce que les femmes ont souvent tendance énorme à d'abord se remettre en question avant de remettre en question le comportement de l'autre, alors que ça n'a pas lieu d'être à un moment. Et donc du coup, il faut qu'il y ait à la fois des espaces où les femmes puissent s'exprimer entre elles, mais ça marche pour tout le type d'oppression. Hein. On parle du féminisme, mais ça peut parler aussi pour l'antiracisme, etc. Et après, effectivement, de l'afficher et de lui dire de façon plus ou moins pédagogique, il y a plusieurs écoles. Moi, je serais plutôt à prendre un café et tout et le défoncer, mais idéologiquement, on va dire. Et de lui dire, voilà, ce que tu fais, c'est pas acceptable pour telle raison. Nous, on est un syndicat qui se veut féministe, antiraciste, machin. Là, ce que tu fais, ce n'est pas un comportement qui rentre là-dedans. Donc voilà, et vraiment faire de la pédagogie. Nous, on fait des formations. On l'a toute cette semaine. C'est quand même un grand mouvement d'éducation populaire à l'UVSQ parce que, on propose des contenus à la fois sur les réseaux sociaux où on fait des recommandations féministes, à la fois, là, on fait une conférence, on a fait des projections, etc. Maintenant, sur comment on inclut les hommes dans le truc, on le fait déjà. C'est juste qu'ils viennent pas. Il y a un truc qui est comme ça. Enfin, là, cette semaine-là, elle a été organisée exclusivement par des femmes, alors qu'on n'est pas forcément... on n'est pas 90% de femmes dans le syndicat. C'est faux de penser ça. J'aimerais bien, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Et les hommes ont pu participer ponctuellement à des événements, mais il n'y en a pas un qui a organisé avec nous cette semaine. Donc c'est ça qui est un peu le problème, c'est en même temps on va pas leur prendre énormément d'efforts à leur laisser de la place, mais parce que déjà on fait beaucoup d'efforts pour nous la prendre. Mais à un moment, si c'est aussi aux hommes de se sentir concernés et de se dire en fait ce travail-là il est important, donc moi aussi je vais prendre ma part, moi aussi je vais prendre mes tâches. Et les tâches c'est pas que de prendre le micro et de faire la conférence avec Alena et d'être bien visible, etc. C'est d'aller faire les réservations d'amphi, c'est de faire le maquettage, c'est d'écrire la super expo sur le droit à l'avortement. C'est plein de trucs comme ça que, en fait, nous quand on est femmes, on n'est pas nées avec le capitalisme patriarcal de Silvia Federici encodé dans notre cerveau. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais bien aussi, mais non. Et donc du coup, moi, je sais pas si tous les hommes peuvent être féministes, même si un homme peut se dire féministe, mais en tout cas, il pourrait essayer. C'est déjà le premier truc, c'est il pourrait essayer. Et je finis là-dessus. De soutenir en arrière-garde, ça je suis d'accord. Ça je suis vraiment d'accord, faire des trucs logistiques, etc. C'est pas compliqué. Et pour une fois que c'est les femmes qui sont visibles, autant que ce soit elles qui soient vraiment au niveau des initiatives et tout, mais les trucs chiants du style réservé en file, c'est désolée, c'est encore cette question-là sur les incels et comment déradicaliser sans aliéner les hommes. En fait, du coup, moi j'ai fait ça aussi du côté déradicalisation. Et je crois que sur Internet, il y a du contenu qui existe, qui est un contenu de déradicalisation de droitard et d'incel. Et moi, j'en ai fait un peu les frais parce que moi, quand j'étais au collège, je suis un peu descendue dans une pipeline sombre de YouTube, de truc un peu cringe, quoi. Ouais, mes potes regardaient là. C'est un peu là où je me suis rendu compte que ça partait trop loin, c'était rapport dissident, genre c'est cringe là, quand même, les gars. Mais tu sais que j'ai commencé à regarder ce genre de truc. Et ce qui est con, c'est que moi je suis pas un homme, mais je crois que pour beaucoup d'hommes, il faut que ce soit des hommes en fait. Et c'est con, mais en fait, les hommes écoutent plus les hommes, et surtout les hommes qui sont radicalisés, incels ou à droite, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de droite vraiment. Je crois que souvent, moi typiquement, c'était Hassan, je ne sais pas si vous voyez, c'est un streamer qui a des trucs parfois un peu problématiques et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne voie de vulgarisation de la gauche et en utilisant des codes qui sont des codes un peu cringe, de gueuler sur son micro, faire des blagues pas forcément très drôles, mais qui vont faire rire les gars. Et en fait, c'est aussi reprendre les codes de la droite
et voir ce qui fonctionne à droite, en fait, pourquoi ça fonctionne mieux parfois sur les réseaux sociaux, les contenus de droite, et il faut reprendre en fait ces codes-là et les appliquer. Et je crois que c'est aussi ce que c'est ContraPoints, maintenant elle est moins axée là-dessus, mais dans la déradicalisation, d'en faire ce truc de genre, en fait je vais présenter des arguments, je vais faire le truc à la Ben Shapiro Facts, et voilà, et genre du coup je trouve que voilà, c'est reprendre les codes en fait qui marchent, de l'autre côté ça marche pour la déradicalisation, mais c'est pas les seuls contenus qui doivent exister, et les contenus axés vers les concernés c'est super important aussi. Franchement je suis d'accord, après parfois, en tout cas moi en tant que meuf sur les réseaux sociaux, c'est pas une charge que j'ai envie de prendre. Genre dans les orgas, etc., ça fait sens d'avoir de la pédagogie quand c'est des gens qui ont des opinions et qui font avancer le syndicat, par exemple, qui sont bien alignés au niveau des concepts de classe, etc., machin, des classes, mais pas au niveau du féminisme. Ok, tu prends un peu de temps de leur expliquer, mais je pense que les meufs qui sont là ont peut-être. Je pense qu'on partage toute l'expérience de, au lycée, être la social justice warrior chiante et passer des heures à s'essouffler, à discuter avec les mecs et tout, pour essayer de leur faire comprendre que oui, si je porte une jupe, je vais pas demander à me faire violer, et des évidences comme ça, où juste c'est fatigant, et parfois tu as juste envie de leur dire de fermer leur gueule, et comme tu dis, genre un homme qui dit oh non vraiment c'est pas ouf, tu sais qu'en fait les femmes vont pas exister, ça sera 100 fois plus efficace que 1000 heures de débat avec des facts et des statistiques que toi tu peux passer à discuter avec eux. Bon, c'est hallucinant, mais c'est ça le vrai constat. Attends, je te coupe, Ilan, juste. Non, mais moi, c'est juste pour dire, il est 19h30, donc ce sera la dernière question. Après, on peut se retrouver dans des cadres plus festifs, plus informels, et on pourra discuter plus en one-to-one, si vous voulez, mais c'est juste là, on va devoir rendre l'amphi. Vas-y. Ouais, du coup, tout à l'heure, on a parlé d'Amber, ça m'a fait penser, et puis on va dire que personnellement, c'est globalement les droitards et l'extrême droite, c'est marrant. Donc, du coup, la question que je me posais, c'est que là, on l'a vu que le féminisme il est intrinsèquement opposé au capitalisme, en fait, à tous les courants de droite qui le représentent. Et nous savons bien que le féminisme est anticapitaliste, mais est-ce que tu penses que le féminisme s'inscrit au-delà de l'anticapitalisme et que même sans le système capitaliste, il n'y aura pas une besoin du féminisme pour résoudre les problèmes de domination masculine? Oui. En tout cas, moi je pense qu'il y a, même sans le capitalisme, il y a un certain vécu partagé par les femmes et les personnes qui sont perçues comme femmes qui fait qu'on peut éventuellement se définir comme une classe aussi à part entière. En tout cas, je fais partie de cette opinion-là. Et en fait, c'est surtout sur la question des violences sexuelles, à mes yeux, même si le capitalisme n'existe plus, la question des violences sexuelles ne sera pas résolue. Donc, voilà. Donc, tu dis ceci, il y a le capitalisme, il passe après. Il y a les deux qui se confondent, oui, mais il y a aussi des problématiques qui ne pourront pas être résolues seulement avec la fin du capitalisme. C'est ça. En gros, féminisme marxiste. Très vrai. Du coup, on va tout dire là-dessus. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que à présent, on a discuté. Et demain, on va aller dans la rue. Demain, c'est le 8 mars. C'est, du coup, je l'ai déjà dit, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui est un rendez-vous international de toutes les femmes militantes féministes pour se retrouver, revendiquer contre les injustices, contre les oppressions. Et c'est pour ça que c'est absolument fondamental d'être présent et présente, notamment pour la jeunesse et les étudiants. On l'a dit, en ce moment, la jeunesse, notamment la jeunesse masculine, est en train de se radicaliser. Et il est impératif de montrer que la jeunesse féministe existe, qu'on est présent et qu'on ne laissera pas passer la montée des oppressions et du fascisme en gros. Ouais. Voilà, on va dire les mots. Donc en tout cas demain on peut se retrouver pour un débarquement en manifestation à 12h30
de partir, à laisser votre contact sur notre fiche contact qui est là pour recevoir des informations sur nos actions. Voilà. Et à adhérer. Adhérer à l'UEY. Si vous aimez ce qu'on fait, ce qu'on propose et nos revendications, n'hésitez pas à adhérer parce que ça nous donne un poids face aux instances et un soutien afin de montrer que voilà, nous on a ce nombre de personnes derrière nous. Donc l'adhésion c'est super important, n'hésitez pas à le faire pour nous soutenir ou nous rejoindre. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous.